Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'intrigue et qui est au cœur du débat sur l'enjeu des nouvelles technologies. Un sujet s'intitule « Les drones de guerre ». Je vais développer certains points, dont leur arrivée sur le marché, quel est l'enjeu qu'ils représentent, qui en sont les producteurs, et enfin, pour finir, quelques exemples d'applications dans le civil et dans le militaire. Donc tout d'abord, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un drone. Alors un drone, c'est un aéronef. Alors là, d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un aéronef. Un aéronef, c'est simplement ce qu'on appelle un moyen de transport capable de s'élever et de se mouvoir en altitude dans l'atmosphère terrestre. Aussi simplement que ça. Pour faire une analogie, une montgolfière fait partie de la classe, si on peut appeler ça comme ça, des aéronefs. Aussi simple que ça, un drone c'est un aéronef qui possède un ou plusieurs rotors, c'est-à-dire qu'il peut être multi-rotor, posséder plusieurs hélices. Et l'avantage de ce drone, en fait sa grande particularité, c'est qu'il est capable d'être autonome en vol. C'est-à-dire qu'il peut voler sans l'intervention d'un pilote dans un cockpit. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'un peu qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on possède ces drones, d'où viennent-ils au final, pourquoi ils sont là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base ils ont été développés pour une application purement militaire. Donc ça va être vers la fin des années 90, c'est là qu'on avait déjà lancé des projets, et c'est en grande partie l'armée américaine en fait qui a développé ce genre de projet et qui aujourd'hui s'en sert beaucoup pour des soucis de recherche, bien de frappe militaire, de plusieurs applications. Je vais développer ça un petit peu plus dans les minutes qui suivent. Donc il faut savoir que le gouvernement américain en possède énormément et aujourd'hui on compte plus de 1000 drones qui sont prêts à l'emploi, qui sont utilisés quotidiennement par les États-Unis. Donc ça commence à faire quand même sur la liste de tous les aéronefs des États-Unis, de toute leur flotte aérienne. Et il y a quelques exemples de frappes qui sont pour la plupart assez récentes. Donc des frappes qui se sont passées en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Et donc ça, vous pouvez retrouver assez facilement l'information là-dessus sur internet. Et on peut voir le genre de frappe aussi parce que quand je dis une frappe militaire, c'est pas forcément une attaque, ça peut être aussi des missions de recherche. Donc maintenant, on se doute bien que les États-Unis, eux, ils en produisent, puisqu'ils en utilisent abondamment, forcément, et je vous ai dit que c'était un peu les précurseurs de ce genre de technologie. Donc effectivement, oui, quand on regarde sur la liste des plus gros producteurs de drones, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont premiers et qui surpassent tout le monde sur la production des drones. Parce qu'ils ont lancé leur projet il y a bien longtemps, donc ça a bien abouti, ils ont déjà des recherches assez complètes là-dessus, ils ont des drones qui sont très fonctionnels, et d'ailleurs le plus populaire c'est le MQ-1 Predator, dont je parlerai un petit peu après, notamment je vous parlerai un petit peu de son prix et tout ça. Donc ensuite, après les États-Unis, ce qui est assez étonnant, c'est de voir Israël qui est le deuxième plus gros producteur de drones. Et en troisième position, on retrouve étonnamment la Chine, donc qui elle vient quand même en troisième position. Je pense qu'ils en produisent quand même assez pour être à cette position-ci. En dessous, on va retrouver l'Inde, la Grande-Bretagne et la France qui essaie de se faire une place sur le marché, qui est en train de lancer des projets pour créer des drones, mais comme ça vaut cher, pour l'instant ils préfèrent acheter des drones américains, israéliens, ou bien peut-être chinois, je n'ai pas trop vu. Il y a aussi la Russie qui en produit, je sais. Mais ça reste un peu plus secret. Donc la production de drones, il faut savoir que ça devient vraiment un gros facteur économique, c'est un gros marché qui est en train de grossir, et voilà, ça s'impose sur le marché de l'armement et de la recherche. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de cet enjeu économique parce que, comme je le disais, c'est en train de grossir et au final, aujourd'hui, où on en est. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, on en est à un marché qui pèse environ 7 milliards de dollars. Donc, d'après les estimations, d'ici 2024,
ça devrait peser environ 10 milliards de dollars. Donc il va quand même y avoir une hausse de 3 milliards, ce qui est assez intéressant. Donc on peut comprendre pourquoi les pays s'y intéressent, pourquoi peut-être on cherche à en développer, pourquoi peut-être les États-Unis sont les plus gros producteurs, parce que derrière ça leur fait un bon revenu, et surtout que les technologies militaires sont assez porteuses au niveau économique, étant donné que beaucoup de pays cherchent de l'armement. Donc, pour ainsi dire, je me suis un peu égaré sur le sujet. Comme je vous avais parlé un tout petit peu avant, le plus connu des drones, si vous cherchez les drones sur internet, je suis sûr que vous êtes tombé au moins une fois sur celui-là, c'est le MQ-1 Predator. Déjà, il a un nom qui fait assez peur. Je ne sais pas si vous avez vu le film Predator, mais moi ça m'inquiète un peu. Celui-ci, c'est un drone de combat, c'est-à-dire qu'il est armé. Je pense pas qu'il vienne en version light, à mon avis, il n'y a que la version armée pour celui-ci, donc vous pouvez choisir sûrement l'armement. Et le coût unitaire de cet appareil, quand même assez élevé, c'est 4,5 millions de dollars. Donc, tout à l'heure j'avais dit que la France essayait de se positionner sur le marché, puis que de lancer les projets ça coûtait cher, et qu'ils préféraient acheter des drones aux États-Unis. Donc vous pouvez imaginer que finalement de lancer un projet pour créer un drone, ça doit coûter bien plus que 4,5 millions de dollars, puisqu'ils préfèrent se fournir aux États-Unis. Maintenant, je vais parler d'une autre petite parenthèse sur les drones, c'est quelle est leur autonomie, c'est-à-dire comment on les fait voler. Parce que je vous ai dit au tout début qu'il n'y avait pas de pilote à l'intérieur, sauf que c'est toujours vrai, ça tient toujours. Donc actuellement, il faut savoir que l'armée utilise des drones qui sont pilotés depuis une unité humaine au sol. C'est-à-dire que maintenant, les États-Unis par exemple préfèrent former des pilotes de drones plutôt que des pilotes d'avion parce qu'ils vont avoir plus de demandes à combler avec des pilotes de drone. Éventuellement, s'ils pouvaient faire un drone entièrement autonome, ils le feraient. Pour l'instant, c'est pas abouti, c'est un projet. Ils aimeraient bien faire des drones qui sont complètement autonomes, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'unité humaine au sol pour les diriger, ça serait vraiment comme une intelligence artificielle qui aurait à l'intérieur de ces drones-là. Et il aurait une espèce de décision de pouvoir. Il pourrait effectuer des choix logiques, bien sûr, ça reste une machine. Il pourrait effectuer des choix logiques. Bon. Donc, ça reste à venir, mais pour l'instant, ils sont encore pilotés par des hommes au sol. C'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, si vous voulez, une petite parenthèse là-dessus, si vous voulez voir un film qui parle justement de ces drones et qui est très bien mis en scène, vous pouvez toujours opter pour le film Good Kill, qui a eu beaucoup de prix et qui est assez surprenant, qui vous met bien dans cette atmosphère-là d'un pilote de drone qui, lui, est à l'armée et qui pilote un drone tous les jours et le soir rentre chez lui après avoir fait des opérations militaires. C'est assez troublant, je vous le conseille. Donc, ça nous amène sur des questions de morale au final. Et ces questions-là qu'on peut amener, c'est finalement, est-ce que ces drones-là, est-ce qu'ils respectent nos droits à nous les humains, étant donné qu'il y a quelqu'un derrière, on pourrait dire que oui, parce qu'il y a quand même une unité humaine qui prend une décision derrière. Le drone ne se met pas à tirer tout seul. D'après un rapport de l'ONU, il y a une interdiction pour l'instant de créer des drones autonomes létaux. C'est-à-dire que des drones de combat autonomes, sans unité au sol qui les piloterait, pour l'instant c'est interdit, ils n'y ont pas le droit. Donc éventuellement ils pourraient faire des drones de recherche qui sont complètement autonomes, ça ne dérangerait pas, parce que dans ce cas-là ils seraient inoffensifs, ils ne seraient pas armés. Puis, il y a des cas, ce qui pourrait se passer, c'est qu'ils pourraient tomber, mais ça n'aurait pas forcément d'impact sur les humains. Donc c'est des questions comme ça qui vont venir et qui vont aussi vous être présentées si vous regardez le film Good Kill. Des questions de morale, donc comment réagit un homme qui est dans un container climatisé à Las Vegas et qui envoie un drone sur une opération en Afghanistan par le biais d'un écran et puis
il n'est pas vraiment sur le terrain, mais il est quand même là, parce que c'est un peu comme si on avait pris le pilote de l'avion, qu'on avait envoyé l'avion sans lui et que lui, on le mettait plus près de chez lui au final. Ça lui permet le soir de rentrer chez lui. Mais est-ce qu'il a la conscience tranquille quand il rentre? Il y a des questions comme ça qui vont être abordées justement par Amnesty International, qui vont remettre en cause un peu l'utilisation de ces drones, qui vont un peu controverser cette technologie. Et c'est assez intéressant de se poser la question. C'est assez intéressant d'approfondir là-dessus aussi. Si vous avez des petites recherches à faire là-dessus, c'est intéressant de le faire. Bon, alors, je vous ai dit bien des choses sur les drones. Il y a aussi des très bonnes applications des drones. Notamment Walmart et Amazon, qui se servent de drones à des fins expérimentales pour le moment. Ce qu'ils voudraient faire, c'est vraiment de la livraison. Donc, il faut savoir qu'ils sont en train de demander les autorisations parce que les drones ne vont pas voler à la même altitude que les avions, ça vous en doutez. Donc ils vont voler dans un couloir aérien beaucoup plus bas, à une vitesse constante et assez rapide quand même. Et donc ils sont en train de demander les autorisations. Et je sais que Amazon fait des tests en Grande-Bretagne depuis 2010 à mon avis, ça fait presque 6 ans maintenant. Ainsi que Walmart qui au Canada justement essaye de s'imposer sur ce marché-là, enfin pas sur ce marché mais sur cette branche de distribution au final, parce que ça enlève beaucoup de contraintes. On pourrait livrer des choses par drone et ça enlève les contraintes routières, ça peut enlever beaucoup de contraintes, ça peut être quelque chose d'intéressant au final. Donc attendez-vous un jour à lever la tête et avoir un drone avec marqué Amazon ou Walmart dessus qui va vous passer au-dessus de la tête. Ensuite, il y a d'autres applications, il y a aussi des applications policières qui sont intéressantes, c'est-à-dire que la police, notamment d'après mes recherches, c'était la police française, mais sûrement d'autres polices utilisent aussi cette technologie. Ils utilisaient des drones dans un moyen de prévention et de surveillance en fait, des manifestations ou des violences urbaines. Donc ça peut dissuader les gens d'aller faire des manifestations qui prennent un peu trop d'envergure ou bien d'aller faire peu importe quel que soit leur but, mais ça peut être intéressant comme application aussi. Ensuite chez les pompiers, donc ça j'ai trouvé ça très bien. Il y a un projet qui s'appelle le Mini-Rec, c'est un drone qui s'appelle comme ça, ils l'ont donné ce nom-là. Et alors ce drone là il est fait exprès pour rentrer dans les bâtiments, et les bâtiments qui sont en feu bien sûr, et aller voir s'il n'y a pas des victimes qui restent dans les bâtiments, compter le nombre de personnes de manière assez autonome. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça peut permettre au final de sauver des vies, et comme on le sait aujourd'hui, les incendies c'est assez fréquent, même au Canada avec l'incident de Fort McMurray qui est justement en train de se dérouler là sous nos yeux et qu'on voit aux infos. Ça peut être intéressant d'avoir des applications de drones comme celle-ci qui au final pourraient nous aider à secourir quelques victimes. Et pour finir, une dernière application que j'ai trouvée assez insolite aussi, une application pour la santé encore une fois. C'est un étudiant belge qui a développé le concept d'un drone en fait, d'un drone ambulance. Alors ça c'est assez marrant. C'est un drone qui pourrait permettre d'amener un défibrillateur assez rapidement à une personne qui est en nécessité, qui est en crise cardiaque ou qui a un problème cardiaque. Donc ça pourrait être une sorte d'amélioration de notre système de santé aussi aujourd'hui, ce qui pourrait vraiment apporter quelque chose. Et je pense que j'ai à peu près clos tout le sujet dont je voulais vous parler. J'ai à peu près fini ma présentation. Donc maintenant, je vais laisser mes collègues faire la suite. Merci. Aujourd'hui, la technologie est omniprésente partout et en tout temps. Cette révolution technologique facilite beaucoup le quotidien des utilisateurs. Puis, à force de se laisser porter par la facilité que produit cette technologie, cela peut amener certaines conséquences. Parmi ces conséquences néfastes qui se rattachent à une utilisation abusive de moyens technologiques, y compris Internet, nous retrouverons les situations suivantes. Un échec scolaire
une perte d'emploi, des difficultés financières, des problèmes juridiques, une désocialisation, des conflits familiaux et, dans certains cas, des divorces. L'usage problématique d'Internet et de la nouvelle technologie, qui est appelée cyberdépendance, se définit par une utilisation incessante et répétitive des technologies et des moyens de communication reliés à Internet qui génèrent des difficultés chez l'être humain. La cyberdépendance amène un sentiment de détresse et des problèmes psychologiques, sociaux ou même professionnels. Comment savoir si on est cyberdépendant? Tout d'abord, il existe plusieurs variétés de cyberdépendance, comme les jeux vidéo, les jeux en ligne comme League of Legends ou World of Warcraft, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, les accros à l'internet comme des jeux en ligne, des jeux d'argent, des acheteurs compulsifs comme acheter sur Amazon et eBay, faire des ventes aux enchères en ligne, puis une autre facette d'une cyberdépendance, le sexe virtuel comme les sites pornographiques, des chats, des forums, que l'on parle que du sexe. Donc on sait si l'on est cyberdépendant, si la technologie occupe une grande place dans sa vie, si on a des changements de comportement, si on a besoin constamment d'être en contact avec la technologie, si on passe tellement de temps là-dessus qu'on ne voit pas passer le temps. Et si on n'a plus ce contact-là, on aura un sentiment de mal à l'aise, de mal-être, voire un sentiment de vide. Et avec la cyberdépendance, cela peut créer un désagrément, voire des conflits causés par les mensonges, comme dans le milieu professionnel, et même créer une désocialisation. La cyberdépendance peut avoir aussi des conséquences physiques comme de mauvaise alimentation, de l'insomnie. Il existe des solutions pour résoudre ce problème-là. C'est de se poser des limites de connexion, d'utilisation à l'aide des réveils ou d'avoir des heures fixes. S'intéresser à autre chose qui n'a pas de lien avec la technologie. Améliorer ses relations sociales, sortir au grand air, profiter du bon temps. Faire de l'exercice, car dû à la mauvaise alimentation, on a certainement pris du poids ou perdu du poids. Puis je dirais de se limiter, voire se couper de toute technologie. Donc, en conclusion, je vous donnerai un conseil personnel. Faites attention à votre utilisation technologique journalier, car cela peut vous causer des problèmes, comme des problèmes dans le milieu professionnel, surtout dans le social, et aussi avec votre famille. Cela peut causer des conflits familiaux. Donc, moi, je vais vous parler de l'histoire de la colonisation de l'espace. Ben, la colonisation de l'espace, c'est quand même simple. C'est un projet astronomique d'habitation humaine permanente et une grande partie autosuffisante en dehors de la Terre. Dans le fond, c'est aller vivre ailleurs que sur la Terre. Bon, plusieurs groupes de développement comme la NASA ou l'ESA, c'est la même affaire, mais pour l'Europe. Puis il y a aussi des agences spatiales russes et chinoises, ainsi que d'autres scientifiques ont étudié la faisabilité de projets de colonisation spatiale en divers endroits du système solaire. Bien qu'il ait déterminé qu'il y ait beaucoup de matières exploitables sur la Lune, comme du calcium, la petite affaire qu'on peut retrouver sur la Terre aussi, que l'énergie solaire est disponible partout dans notre système solaire. C'est ainsi qu'on pense qu'on devrait utiliser nos ressources pour pouvoir l'explorer un peu plus, le système solaire. Le majeur problème, c'est les poussées ingénieriques et techniques. On
connaît bien l'espace. Le problème, c'est qu'on a des difficultés à trouver des façons de bien utiliser l'énergie pour pouvoir aller dans l'espace. Et surtout, le coût est énorme. C'est souvent des travaux évalués à plusieurs milliards de dollars. Presque tous les projets sont donc réduits à un nouveau budget ou bien sont abandonnés. Pour l'instant, il y a une seule présence humaine dans l'espace et c'est la Station spatiale internationale. Puis elle non plus n'est pas autonome, elle reste en orbite, puis elle est en orbite depuis 2008. C'est l'unique projet avec un plan de financement avec une base permanente avec 4 astronautes sur la Lune qui utiliserait des ressources locales prévues par la NASA pour 2019 et jusqu'à 2024. Le SA ainsi que les agences spatiales russes, japonaises et chinoises projettent quant à elles d'établir un avant-poste sur la Lune après 2025. Dans le fond, ils veulent coloniser un peu la Lune après 2025, envoyer mettre un drone là-dessus et faire en sorte que ça puisse être habitable par-dessus. Puis d'autres études théoriques de colonie spatiale, comme sur d'autres astéroïdes ou liens comme d'autres planètes, comme Mars ou Saturne, ou les planètes de Saturne, les lunes de Saturne, ont été étudiées par les scientifiques et certains d'entre eux pensent que les premières colonies pourraient être des stations spatiales situées en orbite planétaire ou solaire. Dans le fond, ils voudraient créer une base tournerait autour d'une orbite, soit le Soleil, soit la Terre, un peu comme la Lune. Encore plus prospectives et ambitieuses ont été réalisées depuis la colonisation de Lune de Jupiter jusqu'à l'établissement de centaines de milliers d'individus ou de terréfaction de certaines planètes, même si celles-ci sont encore plus théoriques et nécessiteront une plus grande avancée scientifique. Le directeur de la NASA jusqu'en 2009, Michael Griffin, a identifié la colonisation de l'espace comme étant l'objectif ultime des programmes spatiaux. En fond, c'est le but de tous les programmes spatiaux actuels sur la Terre. Mais la nécessité pour l'humanité de coloniser l'espace dans un futur prochain ou lointain n'est cependant pas uniquement acceptée par la communauté scientifique qui a déjà toujours lu à ce sujet. Évidemment, les coûts sont très élevés, donc c'est pas tout le monde qui est pour ça. Le pionnier de l'astronomie russe Konstantin Tsiolkovsky est le premier à évoquer le concept de colonisation de l'espace de manière scientifique dans son ouvrage en 1903. La fusée de l'espace cosmique ou l'utilisation de l'énergie solaire, de l'électricité artificielle, par rotation et l'utilisation d'une sphère pour créer un écosystème fermé. Dans le fond, c'est ça la terréfaction, c'est de faire une sphère sur notre planète où on aurait toutes les outils nécessaires pour la vie humaine, dans le fond, l'eau, l'oxygène et toutes ces choses-là. Il est également le premier à concevoir le projet d'un ascenseur spatial dans son livre en 1995, Spéculation sur la Terre et le ciel survestant. Il résume son point de vue sur l'avenir de l'humanité dans une de ses citations les plus célèbres. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne doit pas toujours rester au berceau. Et l'ascenseur spatial, ça serait dans le fond une station qui serait marine, qui partirait du Pacifique, qui monterait jusqu'en orbite de la Terre. L'astrophysicien suisse Fritz Zwicky en 1948 et l'astronome américain Carl Sagan en 1961 sont les premiers à émettre l'idée d'une terréfaction afin de transformer les conditions de vie dans le monde pour que l'humanité puisse le coloniser. En 1975, la NASA publie une série d'études sur des sujets réalisés en collaboration avec plusieurs universités. Ce rapport estime que pour la colonisation spatiale soit possible, des milliers de lancements sont envisagés, ce qui nécessiterait un système de lancement bien plus économique que les fusées consommables de l'époque. C'est dans ce contexte qu'est développée la navette spatiale américaine, initialement un lanceur réutilisable. En fond, c'est un canon qui partirait de la Terre qui propulserait les fusées déjà à une vitesse assez grande pour sortir de l'orbite, et ainsi on n'aurait pas besoin de fusées énormément de combustible pour faire sortir la fusée de l'orbite. Le canon ferait sortir la fusée de l'orbite.
Mais malheureusement, les raisons budgétaires ont dû faire arrêter le projet. Les transports spatiaux. Construire des colonies dans l'espace demande de la main-d'œuvre, de la nourriture, des matériaux, de la construction. L'énergie du transport, un peu comme sur la Terre. Un environnement viable incluant la réalité et la protection contre les radiations, comme sur la Terre. Pour être viable, les colonies devraient être situées de façon à favoriser l'accès de ces différentes ressources. Les parties suivantes, développement, le point étudié par les études scientifiques des différentes agences spatiales. Des moyens de transport utilisant des ressources extérieures de la Terre pour la propulsion réduiraient les coûts de manière significative. Les carburants expédiés depuis la Terre coûteraient beaucoup trop cher, même avec les innovations ci-dessus. Comme dans le fond, là on ne veut plus utiliser de carburant, on veut utiliser une nouvelle façon de se promener dans l'espace, on ne veut plus utiliser du gaz. Là, la meilleure des théories qu'on utiliserait, ça serait de passer en orbite, de rentrer sur l'orbite de quelque chose et de se laisser propulser par celui-ci pour se rendre sur un autre orbite. Disons qu'on partirait de la Terre, mais on utiliserait l'orbite de la Terre pour se propulser jusqu'à l'orbite de Mars et ainsi de suite, comme ils ont fait pour se rendre jusqu'à Pluton avec il n'y a pas si longtemps. Sur la Lune, une possibilité étudiée par la NASA est de construire une catapulte électromagnétique pour lancer de la matière première aux installations. En orbite pour un coût bien moins élevé que la matière première expédiée depuis la Terre, parce qu'évidemment, sur la Lune, il y a moins une grosse force gravitationnelle, mais c'est plus facile de la faire quitter son orbite contrairement à la Terre. C'est pour ça que ça coûterait moins cher. D'après ces études théoriques réalisées par Jérôme Paulson, consistant pour la NASA, un ascenseur spatial là, pourrait être utilisé. C'est la même affaire qu'un ascenseur. Un ascenseur spatial lunaire, c'est la même affaire qu'un ascenseur spatial, c'est juste qu'il va être sur la Lune. Il pourrait être construit avec des technologies existantes, mais encore aucun programme de construction a été fixé. On n'est pas encore sur la Lune, donc on ne pourra pas construire sur la Lune non plus. Bon, évidemment, il y a une opposition à la colonisation de l'espace, comme le Dr. Keith Covent, un scientifique ancien spécialiste de la NASA, pense que la colonisation de l'espace est trop chère et sera un gaspillage de temps. L'argent public est ainsi trouvé servant à financer des programmes ayant des colossaux. La Station spatiale internationale a par exemple coûté plus de 100 milliards de dollars, sans aucun résultat, avec un budget qui aurait pu être utilisé pour améliorer la condition de vie sur Terre ou d'autres programmes spatiaux. Le sénateur américain Bill Nelson, ancien astronaute, pense que les 5% d'augmentation annuelle du budget de la NASA ne suffiront pas à garantir le programme Vision for Space Exploration, dans le fond, le programme qui vise à l'exploration de l'espace, puis qui vise à la colonisation de l'espace, président Bush, et ce malgré les faits que les États-Unis dépensent plus pour la recherche spatiale que tous les autres pays du monde. 50% de l'opposition publique américaine. D'après un sondage, 4 préférait que le budget de l'État soit dépensé pour l'éducation ou la santé plutôt que ce nouveau programme. Dans le fond, le public aussi n'est pas vraiment pour l'exploration de l'espace, il préférait que les revenus qu'ils engendrent soient réutilisés pour eux et non pour de tels projets. Pour André Lebeau, directeur du programme de l'ESA, les activités commerciales liées à la colonisation de l'espace restent limitées. Concentrées sur des niches à chiffres fragiles, de plus les technologies nécessaires sont extrêmement complexes, voire spéculatives, et rien ne garantit qu'elles marcheront de façon satisfaisante et rentable. Il souligne également que de nombreux lieux habitables sur Terre ne sont pas utilisés. Les 3/4 des terres immergées sont quasiment inhabitées, sans oublier le vaste milieu sous-marin et souterrain. De nombreuses ressources restent inexploitées, combustibles, fossiles, uranium, minerais, bref, plein d'affaires qu'on peut trouver dans le fond marin ou dans des grottes techniques. Et d'autres ressources du sol et des profondeurs inexplorées en climat hostile, comme les climats hostiles, les déserts, l'Antarctique et tous les lieux qu'on n'est pas capable de vivre. Pour d'autres, les avancées technologiques liées à la conquête de l'espace paraissent être seulement des technologies ne profitant qu'aux pays les plus développés et aux intérêts économiques les plus influents. Pour le prix Nobel de la physique Richard Feynman, la conquête de l'espace n'a apporté aucun progrès scientifique majeur. Ça, c'est l'opinion de Richard Feynman, qui dit que la conquête scientifique n'a pas fait. En fait, la présence robotique reste encore la solution la plus rentable que la colonisation humaine. Le progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle pour le physicien Lawrence M. Krauss la présence humaine dans l'espace totalement inutile.
Au moins dans le futur proche, en effet, depuis le voyage d'Apollo sur la Lune, toute l'exploration spatiale au-delà de l'orbite terrestre est menée par des sondes téléguidées avec une dose croissante d'autonomie. Installer des colonies humaines ne ferait que retirer des financements plus rentables. Dans un entretien au magazine La Recherche, Georges Blamont, qui fut l'un des créateurs de l'ESA, va jusqu'à dire que si le programme scientifique de l'ESA est sain, l'homme dans l'espace est sans avenir. Jacques Blamont ajoute que l'exploration du système solaire doit se poursuivre au moyen de véhicules automatiques. C'est également l'avis du professeur Alex Roland, spécialisé dans l'histoire de la NASA. Il est donc plus probable que si les ressources extraterrestres du système solaire sont un jour exploitées, ce ne sera majoritairement que par l'intermédiaire de machines téléguidées et préprogrammées et éventuellement supervisées par des équipes humaines réduites compte tenu de l'étendue du potentiel terrestre encore inexploré à ce jour. La colonisation sérieuse de l'espace à visée de peuplement ne devrait donc vraisemblablement pas dépasser l'orbite de la Terre avant longtemps.